Imaginez-vous qu'il y a exactement 2 siècles, jour pour jour, le 16 juin 1800, dans une maison à Cologny qui n'était pas chauffée, eh bien, un certain nombre de touristes anglais, ils étaient 4. Il y avait Lord Byron, qui était déjà un célèbre. Il jouait un peu les vedettes. C'était une sorte de star déjà pour son époque. Il avait une vie très personnelle, très agitée. Et il était là, il avait avec son médecin personnel, qui portait un nom très anglais, il s'appelait Polidori. Et puis, il y avait un autre couple, un autre poète anglais qui s'appelait Percy Shelley, et son amie, sa compagne, qui s'appelait Mary Godwin, qui allait devenir sa femme une fois que Madame Shelley serait décédée quelques mois plus tard. Et ces Anglais étaient partis pour aller voir le Mont Blanc, pour aller voir le Léman, et comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, 1816 était une année terrible, une année sans été. Nous, on est pour l'instant sans printemps, hein, mais on a encore l'espoir, où il pleuvait tout le temps. Et ce soir-là, comme ils ne savaient pas quoi faire, qu'il n'y avait pas des matchs de l'Eurofoot, ils ont décidé d'écrire chacun une histoire. Et c'est comme ça que ça a été le début pour Mary Shelley d'une histoire qui a fait le tour du monde, qui s'appelle Frankenstein, et qui se passe d'ailleurs en partie à Genève, et pour Polidori, d'une histoire qui s'appelle Le Vampire. Et ça a été commencé à Genève dans une soirée le 16 juin 1816. Et alors, comme je vous ai parlé la dernière fois des événements de 1816, je n'allais pas refaire la même chose. Et j'ai choisi de parler un petit peu de la gouvernance des communes en 1814-1816 et avant. Parce qu'avant, notamment, ce n'est pas du tout connu. Alors, en 1814-1816, il y a déjà des communes au sens où nous l'entendons aujourd'hui, parce que les communes ont été établies par la Révolution française, en même temps que la France a été divisée en départements, et continué sous l'Empire. Si bien qu'on sait très bien ce qu'est une commune politique en 1816, lorsque la commune de Compesières, qui était plus grande à l'époque puisqu'elle comprenait l'Actois, est entrée dans le canton de Genève comme une commune avec déjà à la française un maire, 2 adjoints et des conseillers municipaux. Et cette organisation-là va être gardée, va être conservée par la Constitution genevoise de 1814. Et c'est pour cela que nos maires ne s'appellent pas des syndics comme un canton dans le canton voisin. Parce que je vous rappelle que ça aurait pu s'appeler syndic. Les 4 principaux magistrats de Genève sous l'Ancien Régime, c'étaient les 4 syndics. Et leur président, c'était le premier syndic, Monsieur le Premier, qui était un personnage extrêmement important, pas seulement sur le rôle protocolaire. Et pourtant, nos organisations communales, eh bien, c'est une organisation qui s'inspire du modèle français avec un maire et des adjoints. C'est d'ailleurs très intéressant parce que cette époque de l'Empire français est la première où la ville de Genève a eu un maire. Et en 1814, les autorités cantonales ont eu peur de la ville de Genève. Oui, oui, déjà, on se méfiait d'une autre entité et en conséquence, ont décidé qu'il n'y aurait pas de maire de Genève, pas de conseillers municipaux en ville de Genève
et que le Conseil d'État administrerait directement la ville de Genève. Et on peut parfois penser que le Conseil d'État actuel regrette ces temps heureux, en oubliant peut-être que c'est en 1842, à la suite d'émeutes, que la ville de Genève a à nouveau, comme entre 1798 et 1814, formé une commune autonome, comme les autres communes du canton. On ne lui a toujours pas donné un maire, ça ne remontera qu'au XXe siècle, mais elle a eu un conseil administratif. Alors, il faut bien voir que la démocratie, telle que nous la connaissons, est telle que les habitants du Genevois, entre Jura et Salève, pouvaient en partie déjà, grâce à la Révolution et à Napoléon, la connaître, parce qu'il y avait déjà des élections où tous les citoyens, disons la moitié, que les mâles, tous les citoyens mâles étaient électeurs. Eh bien, en 1814, le Genève et son canton nouveau ne tenaient pas du tout à ce que tous les citoyens soient électeurs. Et en conséquence, il y avait ce qu'on appelle un système censitaire, c'est-à-dire un système où vous n'étiez électeur que si vous payiez un certain montant d'impôts. Et ceux qui ne payaient pas d'impôts ne votaient pas. Voilà. C'était aussi simple que cela. À part cela, il y avait pour élire le conseil représentatif, c'est-à-dire 250 députés qui correspondaient à peu près au Grand Conseil actuel, un système à plusieurs échelons. Et on faisait même intervenir le tirage au sort à un moment donné. Donc vous aviez la nomination, l'élection, et le stade final, c'était la rétention. Et évidemment, c'était un système qui visait à ce que ceux qui se plaignaient trop fort ou qui avaient une gueule trop élastique, pour parler genevois, ne puissent pas être élus ou qu'on puisse les barrer. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne les communes, vous le savez, les communes genevoises, encore à l'heure actuelle, sont beaucoup moins autonomes que les communes suisses alémaniques. De nouveau, c'est la tradition française, la tradition jacobine qui est là. Mais en 1814, en 1816, les maires n'étaient pas élus, même par les citoyens qui payaient un certain montant d'impôts. Les maires, les adjoints, étaient nommés par le Conseil d'État. Et le Conseil d'État les nommait à sa pure discrétion. Même au départ, les conseillers municipaux étaient nommés par le Conseil d'État. Alors comme on prévoyait quand même un certain changement, les conseillers municipaux étaient élus pour 6 ans avec un renouvellement triennal. C'est-à-dire que tous les 2 ans, le tiers du conseil municipal était renommé par le Conseil d'État. Mais celui-ci pouvait renommer tant qu'il voulait et il n'y avait pas de limitation de mandat. Le maire et les 2 adjoints étaient, eux, nommés pour 5 ans. Ce qui paraît long, mais aujourd'hui, vous voyez, on est revenu à la législature de 5 ans, telle qu'on la connaissait en 1814, 1815 et 1816. La seule différence, c'est que le Conseil d'État avait toujours le pouvoir de révoquer les maires. Il l'a aussi aujourd'hui, mais vous le savez, au XXe siècle, les révocations de maires sont extrêmement rares. Au XXIe siècle, mais c'est vrai qu'il n'y a que 16 ans
il n'y en a encore aucune, et c'était plus fréquent au XIXe siècle. Pourtant, les maires de Compiègne, qui ont changé pas mal entre 1814 et 1833, les maires de Compiègne ont toujours donné leur démission, sans qu'on sache exactement pourquoi ils démissionnaient. Alors, par exemple, vous me direz, mais qui pouvait être électeur à part de payer des impôts? Alors, il fallait pour être électeur avoir 21 ans et être soit domicilié dans la commune et propriétaire, payer à ce moment-là 4 florins de taxes foncières, mais vous pouviez aussi être électeur si vous étiez propriétaire et payer les 4 florins sans habiter la commune. Donc vous pouviez avoir un corps électoral un peu fluctuant, ce qui pouvait parfois servir les majorités. Et puis, vous pouviez également, sans être propriétaire, mais en étant domicilié dans la commune, et au moins depuis une année, et en payant 5 florins, c'est-à-dire 20% de plus, d'autres impôts, puisque vous ne pouviez pas payer la taxe foncière, puisque vous n'étiez pas propriétaire, vous étiez également électeur. Et cela montre que, au fond, le corps électoral était un peu plus large qu'on imaginait. Et puis il y avait un système tout à fait amusant pour nous, c'est que si, par exemple, un propriétaire payait 20 florins, donc 5 fois la taxe requise, mais qu'il avait 2 fils majeurs, eh bien ces 2 fils majeurs pouvaient aussi devenir électeurs parce qu'on reportait sur leur tête les 4 florins nécessaires. Alors le père et les 2 fils, ça faisait 12 florins. S'il en payait 20, c'était bon. Et s'il avait 3 fils, eh ben, les 3 auraient pu voter. Vous voyez donc que c'est un système où on ne sait pas toujours combien l'électeur, il y a d'électeurs. Mais j'aimerais quand même vous dire, parce qu'on ne va pas vous accabler de date, l'élection des maires de communes date de 1847. Ça n'est qu'en 1847 que les Genevois ont pu élire leurs maires et leurs adjoints et ne pas laisser le Conseil d'État choisir à leur place. Alors je ne vais pas vous parler des 5 premiers maires. Le premier, c'était un monsieur Charbonnat, qui était en 1814 jusqu'en 17. Ensuite, mais il avait remplacé Horace Micheli de 1808 à 1814. Et puis, vous avez également eu Charles Lulin Desbordes. Je ne vais pas vous les donner tous, je peux vous les donner pour ceux que ça intéresse avec les dates précises, de 1821 à 1827. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce Charles Lulin Desbordes, vous le savez, a construit un petit monument à la gloire de la Restauration dans son parc. Mais ce qu'on dit moins, c'est que sous l'Empire, il était chef de la cohorte militaire du département du Léman. Et que donc, il avait un rang militaire assez important et qu'il faut donc croire que son hostilité à l'Empire s'était renforcée après la Restauration, plutôt qu'avant. Enfin, faut quand même le dire. Il n'était d'ailleurs pas le seul dans ce cas. Contrairement à ce qu'on croit, de nombreux Genevois ont travaillé loyalement avec l'Empire français, d'autant plus loyalement qu'ils n'imaginaient pas, à une certaine époque, que l'Empire puisse être renversé. Ce que j'aurais voulu encore vous dire, mais on va un peu aller plus vite, c'est vous montrer que cette organisation communale, telle qu'on la connaît, n'est pas entièrement
différente de l'organisation des communautés paysannes qui se répandaient pendant tous les siècles de l'Ancien Régime, depuis le Moyen Âge, dans la campagne genevoise. Alors bien sûr, vous aviez des seigneurs. Au Moyen Âge, ça pouvait être le seigneur de Tergnier, le seigneur du Faucigny, puis ça deviendra le comte et duc de Savoie. À Genève, c'est le prince évêque de Genève, puis la République, la seigneurie de Genève. Ça, ce sont les souverains. Et puis vous avez en ville de Genève des citoyens et bourgeois qui votent à Genève. Et puis beaucoup d'étrangers, de natifs qui n'ont aucun droit politique. Mais dans les campagnes, comment cela se passait-il? Quand vous ouvrez les édits civils, vous voyez qu'il y a une 5e catégorie, on appelle les sujets. En effet, pour la ville de Genève, la République de Genève, les habitants de Satigny, de Dardagny, de Chancy étaient des sujets, au même titre que les habitants de Bernay ou de Chênes étaient des sujets du duc de Savoie. Alors ça nous rappelle une époque monarchique, une époque aristocratique. Ça ne veut pas dire que ces paysans, ces exploitants agricoles n'avaient pas de droits. Contrairement à ce qu'on imagine souvent, ils avaient bel et bien un certain nombre de droits. Ça n'était pas forcément des droits politiques, au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Mais ce sont des droits tout à fait efficaces et effectifs. Il fallait par exemple, dans chaque village, hameau, répartir les impôts. Et les impôts étaient répartis par les procureurs de la commune. Il n'y avait pas de syndic, il n'y avait pas de maire, mais il y avait des procureurs de la commune, de la communauté des paysans. Et évidemment, ça faisait que les impôts étaient en principe mieux répartis parce que plus près du terrain. Qui mieux que dans une communauté paysanne que votre voisin, pour autant que vous vous entendiez bien avec lui, bien sûr, pouvait estimer à peu près vos ressources pour la taille, par exemple. Et puis, il y a toute l'organisation agricole, le tournus des cultures, l'étendue des finages, les packages, les communaux, les fameux communaux, dans lesquels on laisse pâturer des bêtes. Et ces communaux ne sont ouverts qu'aux communiers, c'est-à-dire aux membres de la communauté rurale. Et parfois, c'est très égalitaire. Parfois, ça ne l'est pas. Il y a des communaux où le nombre de bêtes qui peuvent les parcourir, c'est à la fortune du communier. Alors là, les riches en profitent. Mais vous avez d'autres communaux et des décisions, par exemple, qui ont été prises dès le XVIIe siècle à Cartigny, où on décide clairement, riches ou pauvres, tous les communiers ne pourront mettre qu'une chèvre, une seule chèvre. Pardon. Alors là, évidemment, ça favorise les communiers modestes. Alors, dans cette autonomie, malgré tout, des communes, car évidemment le gouvernement, tant du duc de Savoie lointain à Turin que ceux de Genève, ne se mêlaient pas de cela. C'est la petite communauté paysanne qui choisit ses gardes-vignes, qui choisit son messelier, c'est le garde des moissons. Et ce sont là des fonctions importantes pour tout le monde. Alors vous me direz, mais qui peut faire partie de ces communautés? Alors la première raison, c'est l'héritage. Votre père était communier et vous êtes communier. Évidemment, c'est que vous avez un terrain, en principe. Mais vous pouvez aussi être communier
par le choix de l'Assemblée des communiers. Et alors, les communiers vous adoptent comme un nouveau communier, et avec ensuite vos descendants. Et on constate comme ça que c'est un acte important. Il y a un vote dans une assemblée, et ensuite, les procureurs, mais accompagnés d'une partie des communiers, vont tous chez le notaire. Et alors on voit des actes où, à part les signatures des 2 ou 4 procureurs, vous avez 20 ou 30 communiers qui ont passé chez le notaire, qui ont signé, ou essayé de signer parfois. Alors, pourquoi sont-ils nombreux? Eh bien, d'une part, parce que c'est important pour la vie du village, et puis d'autre part, certainement, parce que le nouveau communier offre à boire, parfois même à boire et à manger, à tous ses nouveaux collègues. Et que vous le savez bien, ça fait venir du monde. Et puis, vous pouvez aussi être communier, même si vous êtes une femme. Mais là, et ça, on ne le sait pas assez. On ne le sait pas assez. C'est pas réservé. Les assemblées des communiers ne sont pas réservées aux hommes. Alors évidemment, il faut que la femme soit veuve, mais pas seulement. Il faut qu'elle soit veuve, parce que si elle est mariée, c'est son mari, évidemment, qu'il est, ou qu'elle soit elle-même fille, non mariée, célibataire, avec une propriété. Alors là, elle peut, parce qu'elle n'est pas mariée, venir. Et puis le troisième cas, c'est quand elle est mariée, qu'elle a hérité des biens et du statut de communier de son père, et que son mari, lui, n'est pas communier, et que ses enfants sont encore mineurs. Alors elle représente à l'Assemblée de commune ses enfants mineurs, parce que le mari qui n'est pas communier, en principe, ne peut pas asseler à l'Assemblée de commune. Donc il y a quand même plusieurs cas où on voit des femmes qui assistent à l'Assemblée de commune, et c'est normal puisque une partie des tâches de cette Assemblée, c'est de réguler la vie villageoise, et que donc, si elles sont là, qu'elles ont des terres, des bêtes, elles doivent pouvoir le faire. Alors, il y a bien d'autres tâches qu'ont ces communiers. Ce que, par exemple, non, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Claude Méchevant, mais ce que, par contre, j'aimerais encore vous dire, c'est que les communiers et les procureurs n'ont pas seulement à régler des tâches d'impôt, des tâches agricoles, des tâches de surveillance. Vous le savez, au XVIe siècle et au début du XVIIe, il y a pas mal de guerres. Et on loge parfois des soldats dans les villages. Et ça coûte cher. Et pour ne pas ruiner ces villages, eh bien, certaines communautés de paysans vont faire des emprunts et empruntent pour subvenir aux charges momentanées de la guerre, c'est-à-dire aux charges du logement des gens de guerre, vont faire des emprunts. Alors pour cela, ils vont plutôt emprunter à la ville, et c'est comme ça qu'on a des contrats de prêt où l'on voit un certain nombre de communiers signer ces contrats de prêt. Et puis, ils s'engagent aussi, comme il y a des terrains communaux, à les louer. Par exemple, à Laconais, en 1645, ils sont 15 à louer au maréchal Ferrand de Laconais un terrain. Louer au maréchal Ferrand de Laconais un terrain. Et vous le voyez donc, c'est toute une petite vie villageoise dont on n'a plus tellement l'idée aujourd'hui. Il leur incombe aussi d'assurer la police rurale, l'affermage même des marais. On se rend compte, en examinant la réparation de certains chemins, par exemple,
que ces communautés villageoises étaient très vivantes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en réalité, ça n'est pas avec des différences, notamment sur l'admission des femmes, ça n'est pas qu'à Genève, mais dans la plupart des régions de l'Europe occidentale, que ce genre de communautés rurales, qui ne sont pas à confondre avec les fabriques qui s'occupent, ou les confréries qui sont liées aux paroisses, qui sont vraiment des associations purement laïques, c'est quelque chose d'important dans la vie de ces petits hameaux, de ces villages qu'on a complètement perdus de vue aujourd'hui. Alors, je tenais à vous le dire, c'est une autonomie relativement restreinte, mais les communaux seront en partie vendus précisément à l'époque de la Restauration à Genève. En Savoie, je vous l'ai dit la dernière fois, ils resteront. Même aujourd'hui, les fameux communaux d'Ambilly, c'est très exactement cela. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est resté assez actuel. Je crois que j'ai là, je ne veux pas vous dire davantage sur ces communautés rurales, en disant simplement que l'origine politique des communes à partir du début du XIXe siècle et l'apprentissage d'une certaine vie démocratique vient précisément de ces communautés rurales sur lesquelles, au fond, il y avait une véritable participation d'une partie des gens. La dernière chose, il ne faut pas les confondre avec les bourgeoisies à l'allemande. C'est en effet une sorte de bourgeoisie, mais aussi curieux que cela puisse être, dans les petits bourgs comme Divonne ou Versoix, il y avait à la fois des communiers et des bourgeois. Et ce n'était pas la même chose. Par exemple, vous pouviez être communier de Versoix sans être bourgeois de Versoix. En revanche, le bourgeois avait au fond des prérogatives supplémentaires. Même chose pour Gex. Vous pouvez être communier de Gex, partager les terres communales, mais ne pas être bourgeois, où là, vous aviez un petit rôle politique vis-à-vis du roi de France ou plus avant du duc de Savoie. Alors, vous le voyez, la vie communale, que ce soit communauté ou commune, a déjà été très riche pendant plusieurs siècles avant 1816. Je vous remercie.